Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à la sécurité des personnes dans les zones à risque, en particulier depuis les derniers événements récents qui en ont renforcé la sensibilité, en particulier pour les Français. Rapidement, je suis Anthony Marchand, je suis le directeur général de Galis, qui est un groupe de sociétés d'origine française dont le cœur de métier est d'assurer le renforcement de la sûreté des personnes, des entreprises, la protection de leur patrimoine, de ces entreprises ou d'organisations internationales, en particulier dans des zones de tension ou des zones à risque. Bonsoir, moi je suis Gilles Sacaz, je suis le président et le cofondateur de la société Galis, brillamment décrite par Anthony, donc je n'en dirai pas plus. Voilà, donc le thème du jour étant de prendre en compte les évolutions récentes de la situation sur le plan international, des prises de position qui ont été celles des Français, de l'attitude qui a été celle des pays étrangers et de leurs dirigeants en réaction aux prises de position françaises, qu'elles soient politiques, diplomatiques, militaires ou sociales, et d'essayer de définir un petit peu quels sont à la fois le constat des risques que l'on prend à vivre à l'étranger ou à voyager à l'étranger dans la période actuelle et dans les mois et les années à venir, et d'essayer de mettre en place et de vous conseiller sur la mise en place de mesures de prévention, de protection et de prophylaxie pour se protéger au maximum des risques qui peuvent être encourus par des Français vivant ou en voyage à l'étranger. Dans ce cadre, rapidement, un plan assez simple de la manière dont nous allons traiter les choses. On va essayer de passer en revue rapidement les principales typologies de risques des menaces. On va essayer de l'évaluer, d'identifier un peu plus précisément la nature et les modes d'action qui peuvent être ceux des adversaires ou ceux des personnes qui peuvent être menaçantes. Essayer d'évoquer rapidement pourquoi, pour quelques différentes raisons, mais convergentes dans leurs effets, 2019-2020 a-t-il constitué une rupture sur, on va peut-être être un peu plus large, la période 2016-2017 jusqu'à 2020 a vraiment constitué une rupture forte sur la place qu'occupe le français, en particulier à l'étranger. Définir les modes opératoires et les motivations des agresseurs à grands traits et aussi en répondant à vos questions pour essayer d'affiner ce portrait qui pourrait être un peu général. Donner quelques outils de mesure pour chacun ou pour les personnes qui travaillent avec vous ou pour vous de votre niveau de sécurité. Faire un point rapide qui est essentiel pour tous les Français parce que le cadre légal français est un cadre légal qui a vocation de plus en plus à englober les Français à l'étranger, quel que soit leur statut à l'étranger, mais avec des limites, on y reviendra, parler de responsabilité, la responsabilité de l'employeur français, de la responsabilité de l'employé français, et enfin, donner quelques tips, quelques petits secrets pour savoir comment réduire les risques et avoir de bonnes attitudes qui permettent de modérer son exposition au risque. Je précise que Gilles Sacaz, bien évidemment, peut m'interrompre à tout moment et qu'il n'hésite pas à prendre la parole s'il veut ajouter quelque chose. Là, très rapidement, une carte qui est une carte mondiale, qui est un planisphère que notre société produit, mais qui n'est pas singulier, puisque d'autres entreprises comme la nôtre, étrangères ou françaises, en produisent, et d'autres acteurs, par exemple concentrés sur le volet sanitaire, produisent aussi des cartes de ce type qui permettent d'avoir une idée des risques que l'on peut encourir par pays. Bien évidemment, la mise à jour en interne chez nous est faite beaucoup plus fréquemment. D'une part, elle est beaucoup plus fine, la granularité en est beaucoup plus fine. L'intérêt d'avoir une carte de ce type provenant d'un acteur privé comme le nôtre, c'est une carte qui est totalement objective puisqu'elle est déconnectée de toute implication politique ou diplomatique. Donc nous n'avons pas à prendre en compte les relations qui peuvent être liées entre le pays d'origine de la diplomatie française, en l'occurrence pour les cartes du Quai d'Orsay, ou de la diplomatie canadienne pour les cartes canadiennes, etc. Donc notre carte, elle est
factuel. Enfin, si tu permets, oui. Anthony, elle se distingue. Bon, c'est vrai que beaucoup de sociétés font la même chose ou beaucoup d'organisations font la même chose, mais elle a quand même 2 points importants. On n'est pas les seuls à le faire, mais on fait un focus tous les ans sur une thématique en lien avec nos activités ou en lien avec le risque qui change tous les ans. Donc ça, c'est quand même important. Je pense qu'on est les seuls à le faire. Ensuite, on est peu nombreux à qualifier le risque. C'est-à-dire que le risque sur notre carte, il est évalué en termes d'intensité, mais ça, beaucoup le font avec un code couleur, etc. Mais il est aussi qualifié. C'est-à-dire que ça nous paraissait important de parler de criminalité, de parler de risques liés à des zones de guerre, de risques terroristes, etc. Donc, chaque fois, de qualifier le risque, de ne pas se contenter de l'évaluer en termes d'intensité. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Elle se Merci beaucoup. Oui, c'était très juste et il était important de le préciser. Le focus qu'évoquait Gilles à l'instant est celui qui est situé en bas de la carte, où, pour l'année qui vient de s'écouler, nous avions décidé de traiter les nouveaux acteurs présents en termes d'influence en particulier, et quels que soient les vecteurs d'influence, que ce soit la culture, la défense, les accords de défense ou la présence militaire, ou la diplomatie économique, les différents nouveaux acteurs présents en Afrique en particulier. Une petite remise en perspective rapide, d'abord parce qu'on vient d'évoquer une carte qui était une carte qui traitait les pays par pays. Bien évidemment, parler de l'Afrique, c'est parfois un abus. Il vaudrait peut-être mieux parler des Afriques, tant la situation que l'on peut rencontrer dans un pays comme le Rwanda est extrêmement différente de la situation qu'on peut rencontrer en Côte d'Ivoire, et que même au-delà, dans certains pays qui peuvent quasiment être des pays continents comme la République démocratique du Congo, la situation que l'on rencontre dans une part du pays, sur le plan sécuritaire, ou le risque que l'on peut rencontrer sur une autre partie du pays, en termes sanitaires ou sécuritaires, est très différente. L'espace n'est donc bien évidemment pas uniformément dangereux. Il y a une nécessité d'augmenter fortement la granularité de l'analyse pour savoir comment on se situe. Toutefois, la diffusion des risques et malgré cette variabilité importante des menaces, la diffusion est très très importante ces dernières années dans des zones pour plusieurs raisons. J'en citerai juste très rapidement quelques-unes. D'abord, on a connu plusieurs pandémies importantes, la résurgence de cas de choléra, on a connu des pandémies d'Ebola, ou bien évidemment la Covid actuellement nous touche, mais aussi parce que dans le domaine des menaces, il y a certains groupes terroristes en particulier qui se sont affranchis de barrières qui étaient soit des barrières géographiques, soit des barrières de frontières, et qui ont étendu leur zone d'action avec le fait de cibler désormais, je pense au Shebab par exemple sur la partie est de l'Afrique, ou AQMI et l'État islamique du Grand Sahara sur la partie ouest, sont des groupes qui se sont, ou Boko Haram qu'on pourrait citer aussi, sont des groupes qui ont étendu leur zone d'action et qui, dans la confrontation avec les forces publiques locales ou étrangères qui luttent contre eux, ont modifié leur mode d'action et se sont parfois plus focalisés sur des populations civiles, donc avec une vraie diffusion des risques géographiques, mais aussi une diffusion des risques qui peut s'appliquer plus à des populations diverses. Donc, bien évidemment, les différentes populations ciblées peuvent être les locaux. C'est une bouteille à l'encre que de dire que les populations locales sont souvent les premières victimes du terrorisme. Et si on regarde ce qui s'est fait ces derniers jours au Nigeria ou au Niger, on le constate. Mais aussi, et on l'a douloureusement subi comme Français, les populations françaises ou, bien évidemment, et sur un degré qui est variable suivant les pays, les binationaux, les gens qui peuvent avoir une nationalité locale et la nationalité française. Un point important sur cette notion de remise en perspective et de pondération, il faut quand même être très objectif et noter que les réalités statistiques vont parfois à l'encontre des frayeurs qui sont les nôtres, et que la probabilité d'encourir un risque sanitaire, voire d'être victime d'une catastrophe naturelle, en particulier dans certains pays qui sont très exposés, que ce soit pour des notions d'inondation, pour des risques de pandémie et de faiblesse du tissu de protection et de prophylaxie sanitaire locale, il est beaucoup plus probable d'être victime d'un problème sanitaire, d'être victime d'une catastrophe naturelle, que d'être victime d'un acte terroriste.
De la même manière, si on reprend les menaces et pas seulement les risques cette fois-ci, sur les menaces, la probabilité de faire l'objet d'un acte criminel est beaucoup plus importante que de faire l'objet d'un acte terroriste. Ces dernières années, le ratio est un ratio, selon les chiffres que j'ai pu récupérer, qui sont bien évidemment soumis à caution parce que tout n'est pas déclaré, mais selon les chiffres que j'ai pu récupérer, la probabilité de 1 sur 100, c'est-à-dire que la probabilité de faire l'objet d'une agression criminelle pour quelqu'un qui fait un séjour à l'étranger, elle est 100 fois moins importante, 100 fois plus importante, par exemple, la probabilité de faire l'objet d'un acte criminel que d'être exposé à un acte terroriste ou à une répercussion d'acte terroriste. Donc on pense qu'on est au moins au-delà des 100. La période récente, deux rapides photos pour illustrer ça. La période récente a quand même mis en évidence des déstabilisations dans des zones qui étaient des zones dans lesquelles nous n'étions... les spécialistes locaux avaient anticipé, je pense à l'élection en Côte d'Ivoire actuellement, ou à ce qui se passe en Éthiopie, certaines déstabilisations des pays avaient été anticipées par une dégradation de la situation économique, c'est le cas de l'Algérie aussi. Mais d'autres pays n'avaient pas été anticipés comme étant des pays qui pouvaient présenter une fragilité à une exposition à une dégradation très importante de la situation. Le deuxième point, c'est que cette déstabilisation et cette recomposition des alliances, elle a particulièrement exposé la France. J'ai choisi cette photo d'une poignée de main entre Erdogan et Donald Trump parce qu'elle me semblait illustrer le fait que la France a pris des positions dans le cadre de cette déstabilisation du monde sanitaire, économique, politique. Elle a pris des positions où elle a été l'héritière de positions qui ont principalement exposé la France. On l'a bien vu avec la deuxième affaire des caricatures, autour d'une prise de position de l'État français et d'une attitude particulière de la société de la communication et des médias françaises. La recomposition du monde a fait que des alliances un peu contre nature, qui jusqu'ici n'étaient connues que des experts, sont apparues et ont mis en évidence que le français pouvait être la victime ou la cible d'une animosité particulière et spécifique. Nous avons voulu aller un peu plus loin sur ce point-là en parlant justement, comme nous l'indiquons ici, des puissances, des facteurs de puissance de la France qui lui permettaient d'être très présente à l'international et parfois très rassurante pour ses ressortissants. Mais la puissance militaire, par exemple française, devient une puissance qui est un peu contestée, avec un statut particulier au G5 ou de puissance nucléaire qui peut être désormais très difficile d'emploi pour l'arme nucléaire et parfois un peu contre-productif comme étant l'un des pays ciblés comme étant au sein du G5, étant donc la cible d'une animosité particulière, une puissance financière et économique qui reposait sur des fleurons industriels, mais sur des fleurons industriels qui sont, pour certains d'entre eux, passés sous contrôle étranger. On avait un positionnement politique, la France avait un positionnement politique original, très équilibré entre les mondes chiites et sunnites, avec des prises de position du chef de l'État, comme ont été celles, par exemple, de Jacques Chirac vis-à-vis du monde palestinien, qui étaient des positions qui plaçaient la France comme un arbitre ou un acteur jouant un peu l'équilibriste entre différentes positions. Ce positionnement politique, il a été remis en cause ces dernières années et il s'est transformé en isolement à la fois au plan européen. On l'a bien vécu avec la récente crise en Arménie et au Karabakh, où la France a pris des positions qui ont été peu comprises de son environnement européen et qui lui ont valu beaucoup d'acrimonie dans l'espace turcophone. De la même manière, le positionnement politique de la France contre la Turquie en Méditerranée a valu à la France un isolement au sein de l'OTAN, puisque sa position a été très peu partagée et son appel à la solidarité otanienne a été peu reçu, ce qui a valu de nouveau à la France un peu une fragilité et un isolement au plan politique. Enfin, certaines valeurs portées par la France, qui étaient des valeurs de démocratie, qui étaient des valeurs de facilité culturelle, ce sont des valeurs qui ont été aussi remises en cause, d'abord par les moyens affaiblis de certaines coopérations, d'autre part par une francophonie qui a été un peu mise à mal et que les acteurs africains ont eu l'impression de porter tout seuls.
Et puis, une valeur qui a été, on l'a vu en interne, pour des gens qui suivent à l'étranger beaucoup la politique française, c'est-à-dire avoir l'impression que certaines valeurs qui étaient portées par la France étaient même remises en cause sur le plan national ou qui n'étaient plus comprises par la société française et donc qui ne pouvaient plus être emblématiques. La laïcité, si je peux me permettre, par exemple, il y a un très bon article, je crois, c'est sur Jeune Afrique, sur la laïcité. La laïcité à la française, je dirais, a été quasi reprise telle qu'elle en 1958, le principe de 1958, par beaucoup d'États africains comme le Mali, etc. Et aujourd'hui, si cette notion-là, par exemple, elle vient se confronter à l'islamisme, par exemple, partout en France et ailleurs, c'est encore plus vrai dans tous ces pays-là. Et en plus, c'est une notion qui est mal comprise chez les anglo-saxons. Donc, et c'est une des valeurs, je dirais, que portait la France, qui aujourd'hui, finalement, n'est non seulement plus comprise, mais même contestée, notamment sur le continent africain et puis un peu partout, quoi. Effectivement, donc on le voit, ces valeurs non comprises, là, quelques illustrations. Les accusations qui ont été très fortes au Sénégal, mais dans d'autres pays d'Afrique, sur le fait que la France colonisait les pays, les accusations contre le franc CFA, indépendamment de ce qui avait été mis en place par ailleurs ou des amendements qui avaient été apportés à la position de la France et de la Banque de France dans le soutien à la monnaie, le franc CFA, et puis des accusations sur les caricatures que l'on retrouve dans la photo d'en bas. Donc une image de la France en Afrique qui a continué de se dégrader depuis l'article du Monde cité qui a déjà quelques années. Les menaces. Alors, un point particulier, et nous voulions faire un petit focus sur la menace cyber, d'abord parce que la période du confinement en France a été propice à une explosion des attaques cyber sur les sociétés, que le nombre de sociétés de taille moyenne et de taille intermédiaire qui ont été la victime de ransomware et de menaces comme ça a été multiplié par plus de 10 pendant les derniers mois de l'année 2020. L'Afrique est sur ce plan-là un théâtre d'opération, puisque ce n'est pas seulement le point de départ des attaques, mais des sociétés africaines sont aussi victimes. Des sociétés françaises présentes en Afrique sont très ciblées. L'un des plus grosses attaques en déni de service de ces dernières années est l'attaque qui a été menée sur TV5 Monde, qui était aussi représentatif de la France. Donc la menace cyber, on a tendance à l'oublier un peu dès qu'on prend l'avion et qu'on se retrouve dans une zone étrangère. C'est une erreur. C'est une erreur parce que les tentatives de récupération des informations, en particulier sur le volet économique, sont très présentes dans les zones émergentes. Parce que, je cite deux exemples, vous avez des pays comme le Nigeria, qui est un pays dans lequel les attaques cyber sont très importantes et une communauté nigériane présente à l'étranger se met à l'abri à l'étranger pour attaquer des intérêts étrangers au Nigeria. Et donc, on a vraiment une menace cyber qui est protéiforme. Protéiforme, pourquoi ? Parce que vous avez des Anonymous qui sont capables de cibler avec une idéologie politique un acteur économique, aux débutants, entre guillemets, en informatique qui utilisent un outil sur Internet et qu'ils vont utiliser pour mener une attaque sur le bureau des élèves d'une association d'étudiants ou tout simplement une école pour trouver le moyen de sauter les cours pendant quelques jours. Ces dernières années, on a connu à peu près tout ce qui pouvait exister en termes de menaces. Sur des particuliers et des entreprises, le volet français à l'étranger ont été ciblés sur deux axes. L'espionnage économique, bien évidemment, pour les entreprises, mais le vol d'identité aussi pour les personnes à l'étranger. Une identité se négocie sur le darknet entre 150 et 800 euros suivant la densité qu'on veut lui donner, et un permis de conduire américain vaut entre 25 et 30 dollars. Donc ce sont des choses qui sont très facilement accessibles pour des gens qui ne sont pas forcément des professionnels, et des identités, quand on est dans des pays qui sont soumis à une fragilité du service postal ou des communications, ce sont autant de moyens qui ne sont pas utilisés par les communications, qui passent toutes par Internet, et ça veut dire qu'on a une exposition, une fragilité particulière quand on est expatrié, quand on est voyageur sur Internet. C'est de nouveau un lieu commun, mais tous les hotspots dans des cafés, dans des restaurants, dans des zones comme ça,
sont très souvent des moyens d'accès très faciles pour pénétrer un téléphone portable, en particulier s'il a une messagerie et s'il a des informations un peu sensibles. Il y a aussi, Anthony, excuse-moi, il y a une sensibilité locale qui peut être liée aux opportunités, notamment les énergies, des marchés classiques dans ces pays-là, mais il y a aussi, quelquefois, c'est plus facile d'atteindre un groupe du CAC 40, par exemple, par un maillon faible. Le maillon faible, ça peut être une personne, bien sûr, mais ça peut être aussi une zone qui est moins bien régulée. Sur l'Afrique, si on reste sur l'exemple de l'Afrique, par exemple, le fait que le terrain soit moins tenu, que ce soit moins régulé, que l'État soit moins présent, etc., ou la corruption, il y a des tas d'actions d'offensives, en fait, d'attaques qui sont possibles dans des zones un peu plus exotiques, qui sont plus compliquées en Europe, par exemple. Et souvent, c'est l'opportunité. On cherche, quand on mène une attaque, on cherche le maillon faible, et ça peut être, c'est plus facile d'atteindre un grand groupe au travers de sa filiale dans une zone moins tenue et moins régulée que de s'obstiner à l'attaquer à Paris, à Londres ou je ne sais pas où, quoi. Tout à fait, c'est exactement. Donc, je pense que la morale, on va aller rapidement sur cette diapo, sur le fait que les Français sont désormais très ciblés, en particulier dans ces zones qui sont des zones où, par exemple, vous êtes une entreprise, vous êtes présente au Ghana ou en Côte d'Ivoire ou au Yémen, vous n'aurez pas l'ANSSI qui sera en mesure de lutter avec vous contre un ransomware. Si vous êtes attaqué sur place, ça sera tout de suite beaucoup plus difficile. Je saisis à la volée, Anthony, si tu permets. Là, Oui. je ne sais pas de qui elle est parce que je n'arrive pas à lire le nom, mais il y a un participant qui nous s'interpelle sur l'IMSI Catcher en disant qu'en gros, sur le continent, c'était plus facile. Dans ces zones-là, c'est plus facile. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est complètement illégal. L'acquisition, le transport, l'utilisation, etc. En France, là, c'est le bon exemple. C'est pour ça que je saisis cet exemple au vol. C'est François qui nous dit ça. C'est le bon exemple parce que effectivement, c'est la législation des pays en question qui fait la complexité d'utilisation et de mise en œuvre de ces outils-là. Alors ces outils-là, évidemment, c'est super offensif et c'est super pratique quand on cherche du renseignement. Et c'est très facile à mettre en œuvre dans des zones plus exotiques et c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre en Europe, par exemple. Et en tout cas, beaucoup plus risqué pour celui qui voudrait les mettre en œuvre. Merci, exactement. Donc face à ça, et l'IMSI Catcher est un bon exemple, se prémunir et se protéger face à ce genre de choses, ce sont des choses qui s'anticipent, qui se prévoient. Ça appelle parfois des moyens de protection ou tout simplement des procédures pour essayer de se protéger. On y reviendra plus tard. Je rebondis sur ce qui vient d'être dit aussi préalablement, de dire que sur un État, je citais la France, où quand vous êtes attaqué, vous avez forcément des forces de l'ordre qui sont présents, un cadre légal qui peut être assez solide, et puis aussi des structures de lutte contre les criminalités ou d'appui à l'entreprise qui peuvent être en renfort. À partir du moment où vous êtes à l'étranger, vous êtes dans une situation entre guillemets un peu plus fragile, un peu plus isolée, la cellule de base est donc celle qu'il faut protéger le plus au départ, qu'il faut entraîner, qu'il faut aguerrir, qu'il faut préparer à l'éventualité qu'il se passe quelque chose. C'est bien évidemment la cellule de base, la filiale locale, l'usine dans laquelle on travaille, le site d'exploration minier ou d'exploration minière, l'entreprise, la famille, tout ça, c'est la première cellule qui, elle, doit être préparée, formée, accompagnée. Nous, il est très souvent, il nous arrive régulièrement de faire des formations, des sensibilisations de préparation pour des gens qui vont partir en expatriation. Il n'est pas idiot, bien au contraire, d'envisager de mener cette action, y compris auprès de la famille, afin de la préparer elle-même, avec des temps adéquats et dans un contexte bien défini, de la préparer à cette mission d'expatriation dans une zone à risque. Pour les voyageurs, bien évidemment, former le voyageur est tout de suite plus simple. Sur l'évaluation des menaces, puisque la première chose à faire est d'évaluer le risque et la menace à laquelle on peut être exposé, savoir identifier ses propres risques, ceux que l'on représente, les menaces qui pèsent sur la zone géographique dans laquelle on se déplace et qui pèsent sur soi-même ou son entreprise en tant que telle. Et ceci impose plusieurs choses. La première, c'est, comme on vient de le voir, de se préparer, de se former, d'écouter et de lire
ou de se faire préparer par son employeur, qui fait souvent appel à des prestataires comme nous. Le deuxième volet, c'est de faire une petite analyse personnelle, de se dire, voilà, est-ce que compte tenu de la situation dans le pays, je mets bien en place les mesures qui s'imposent, et puis de rompre avec les stéréotypes, c'est-à-dire de plaquer ex abrupto son schéma culturel français sur une zone géographique dans laquelle on se décide à se déplacer. À ce titre, on a une petite vidéo à vous montrer, elle est très courte, je vous la montre, et puis je reprends la parole tout de suite après cette vidéo. Bon, la vidéo était très courte. Elle avait pour but de provoquer évidemment un petit peu. On est typiquement dans le cadre d'un mariage, un cadre très festif, un pays où les armes sont très présentes, avec une utilisation des armes qui peut être festive, que l'on rencontre dans de nombreuses zones géographiques, et puis une telle habitude de vivre avec des armes présentes autour des gens qu'on finit par ne plus assez faire attention. Et là, l'enfant qui se saisit de l'arme et qui finit par tirer sur son père qui a juste posé l'arme à côté. C'est l'exemple typique. Ou sur le voisin invité, le coopérant invité au mariage qui participe. Exactement. Voilà, ça peut être. Ce qui est intéressant, c'est le décalage, en fait. Là, le risque, on le voit toujours au travers de la criminalité, du terrorisme, etc. Bon, là, j'allais dire, vous n'avez pas besoin de nous pour l'identifier. C'est un peu radical comme formulation, mais par contre, la dimension culturelle, elle est super importante, en fait. Et à la fois en aggravation des risques classiques, terrorisme, criminalité, etc., mais aussi basiquement pour ce genre de choses, quoi. Et il est nécessaire en permanence d'actualiser parce que vous pouvez faire un déplacement, vous faites un déplacement au Sénégal il y a 8 ans, vous retournez au Sénégal cette année, vous êtes dans un contexte complètement différent. Vous vous déplacez à Marrakech, en dehors de la zone touristique, il y a 10 ans, vous allez à l'université de Marrakech actuellement, on est beaucoup plus proche de ce qu'on voit à l'écran que de ce qu'on a pu connaître et l'image d'Épinal de Marrakech. Donc l'important est de contextualiser et d'adapter en permanence cette analyse de la menace. Oui, je vais prendre le relais là, Anthony, je crois, hein, c'est ça. Avant d'amorcer ces schémas qui sont assez, on ne va pas y passer trop de temps, mais qu'il faut quand même avoir un peu en tête pour mettre un peu de méthode dans l'auto-évaluation ou l'auto-analyse de la sécurité, de sa sécurité. Sur quelques slides précédents, Anthony parlait de la cellule familiale, enfin individuelle, familiale, entreprise, etc. C'est là, en fait, qu'on a la meilleure marge de manœuvre. Je voulais un peu revenir là-dessus, parce que c'est là qu'on a la meilleure marge de manœuvre pour vraiment minimiser, pour vraiment maîtriser le risque, en fait. Avec un peu de méthodologie et en orchestrant un peu le bon sens, on arrive quand même à relever le niveau de risque sans avoir commencé à dépenser, je dirais presque le moindre argent avec l'aménagement de sa voiture, l'aménagement de sa maison, etc. On y revient, je crois, plus loin. Hein. Mais c'est important de vraiment réfléchir individu, famille, parce qu'elle commence là, la sécurité, en fait. Et c'est très important. En termes de méthodologie, alors, ce n'est pas des choses que Galis a inventées, bien sûr. Hein, je crois, me semble-t-il, ça vient du CNPP, donc plutôt de l'assurance, ce que vous allez voir là dans les quelques slides qui vont suivre. Il faut garder en tête, quand on veut évaluer son niveau de risque, en gros, il y a cette espèce de triangle en fait, de la menace. On tient compte de 3 choses. De l'agresseur, de la typologie de l'agresseur, de l'objectif, donc de soi. Quand je dis objectif, c'est au sens large, hein, c'est sa personne, sa maison, son entreprise, etc. Donc de l'objectif d'un point de vue agresseur. Et du mode d'action. C'est-à-dire ce qu'on sait en termes de mode opératoire, de mode d'action de l'agresseur, de ce qu'il est capable de mettre en œuvre, de ses habitudes, de ce qu'il fait. Donc, rien que déjà avec cette approche-là,
ça demande quand même un minimum de travail, je dirais, ou de bon sens sur le sujet, quoi. Il faut qu'on n'arrive pas dans un pays, on n'installe pas sa famille sans se demander qui on a en face, comment ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font habituellement. Ça, c'est déjà, avec un peu de méthode, c'est déjà le début de l'analyse, en fait. Très bien. Rapidement, quelques dangers que vous connaissez, les agressions physiques, rackets, les prises d'otages, vol à main armée, enlèvement, attentat, mais surtout l'espionnage économique et enfin, ne pas croire que ces éléments sont tous déconnectés les uns des autres. C'est-à-dire que un racket peut avoir pour objectif de l'espionnage économique et un enlèvement peut avoir pour objectif une visée politique. Donc, je te repasse la main, Gilles, pour ce deuxième élément. De la même façon, dans la même approche, pour schématiser, vous donner en fait des repères ou des jalons, de la même façon qu'on a parlé agresseur, mode opératoire, etc. Après, quand on travaille plus spécifiquement sur sa vulnérabilité, il faut réfléchir en termes de facilité de l'action, je dirais. Alors là, c'est à la fois la dureté de l'objectif, mais c'est aussi la facilité de l'agresseur, parce qu'un contexte, encore une fois, sécuritaire dégradé, parce qu'un contexte légal pas adapté, etc., etc. La motivation, c'est important, c'est pas du tout la même chose si on a affaire à du droit commun, c'est-à-dire à quelqu'un qui est motivé par l'appât du gain, par exemple, au terrorisme. Et même encore dans le terrorisme, si on a affaire à quelqu'un à des terroristes qui sont habituellement suicidaires, par exemple, le kamikaze, ça n'a rien à voir avec des groupes qui pratiquent pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment quel est le niveau, quel est le degré de motivation qu'on a en face. Quelqu'un qui est attiré par l'appât du gain, il prendra moins de risques. Notamment, il ne prendra pas le risque de perdre la vie, par exemple. Il va mettre en place des modes opératoires beaucoup plus légers parce qu'il ne va pas prendre le risque de mourir pour servir sa cause. L'impunité, c'est lié au contexte légal. Voilà. D'accord. Ensuite, je vais rapidement, puisque Gilles vient de l'évoquer en complément de la diapo précédente. Les motivations des agresseurs peuvent être très variables. On a beaucoup focalisé ces dernières années sur les motivations idéologiques avec le terrorisme, mais ne jamais oublier que l'intérêt personnel de la criminalité ou l'intérêt économique de l'entreprise ou du particulier sont quand même, on l'a évoqué en introduction, statistiquement les plus probables. Le deuxième point, c'est qu'il faut voir aussi, selon cette pyramide schématique, de se rendre compte que plus on monte dans la complexité des modes opératoires, plus cela nécessite de la préparation, mais cela nécessite aussi de la motivation, comme le disait Gilles à l'instant. Et là, on part d'une population qui peut, dans certaines circonstances, être amenée à commettre un acte de criminalité. Eh bien, on monte au-dessus à des vandales, des délinquants occasionnels, des bandes organisées, puis on arrive au niveau le plus élevé, au terrorisme. Et nous, en permanence, nous conseillons les entreprises et nous les amenons à prendre en compte ce volet-là, le fait que des services d'un État, qui n'est pas la France, pourraient contribuer, voire être l'acteur d'un acte d'espionnage, d'un acte de criminalité, ou instrumentaliser un acteur local à des fins d'enrichissement ou de concurrence déloyale. On a quelqu'un, on reviendra dessus peut-être, je ne veux pas occulter la question, on a quelqu'un qui réagit sur Marrakech, Anthony, à qui il faudra peut-être faire une réponse. En gros, qui nous dit que la situation n'est pas... Tout à fait, on le fera après. Les éléments, les quelques diapos qui suivent rapidement ont pour but à la fois d'illustrer les propos que nous évoquions sur la diffusion des risques, c'est-à-dire de se dire que certaines zones géographiques, comme l'Afrique, par exemple, ont vu ces dernières années des moments de trouble. On a connu l'Éthiopie qui s'est enflammée il y a quelques années. Ça a été de nouveau le cas très récemment. On a tous connu les manifestations du Irak en Algérie. Donc, on a quand même eu de nombreuses zones géographiques qui, pendant des périodes plus ou moins longues et avec une plus ou moins forte intensité, ont connu des moments de trouble politique qui sont toujours propices à des difficultés particulières pour les voyageurs et pour les expatriés ou les binationaux.
Après l'Afrique, le Moyen-Orient, bien évidemment, la situation actuellement au Liban et au Yémen en est une bonne illustration. Un cas concret, qui est un cas concret beaucoup plus proche de nous, parce que c'est une agression assez basique, se faire voler son sac à main ou son cabas pendant un déplacement, et ceci peut finir très vite s'il y a une résistance et que la personne qui vous agresse fait l'objet d'un renfort et d'un appui. Ça peut finir par être un cas concret très difficile à gérer, une situation très difficile. Et là, sur la photo d'illustration, on est à Paris, hein, on n'est pas... Oui, à Paris, exactement. Et ça, la photo qui est ici est en banlieue parisienne. Donc, on est de nouveau dans des zones sur lesquelles il faut aussi relativiser en se disant qu'on n'est pas forcément très en sécurité toujours quand on va dans des zones qui nous semblent connues. Mais quand on part à l'étranger, la dissémination nous impose d'être au moins aussi vigilant que la posture de base que l'on adopte. Pour être vigilant, par exemple, il faut commencer, comme on le disait, par évaluer ses propres fragilités. On a coutume de dire que la sécurité, c'est la multiplication des filtres. Et Gilles l'exposait très bien en disant que l'adversaire, il va d'abord et avant tout, avant de vous agresser, commencer par choisir les moyens les plus simples. Donc ces moyens, c'est plus simple, ce sont des faiblesses ou des portes que nous avons laissées ouvertes. Il faut commencer par procéder à une analyse simple, de bon sens, objectivement, quels sont les risques auxquels je m'expose dans le pays dans lequel je me déplace. Est-ce que c'est un risque parce que je suis un chef d'entreprise qui va être ciblé par de la petite délinquance parce que je me balade dans la rue tard le soir au bord de la route et que le risque, c'est un risque de sécurité routière, ou est-ce que le risque auquel je m'expose, c'est clairement de me faire voler mon bagage par un petit peu d'ingénierie. Une société avec laquelle on travaille il n'y a pas très longtemps a été très surprise de voir une petite animation très très jolie dans un aéroport, animation qui a eu pour effet que l'une des personnes de l'entreprise en question s'est fait voler son PC et pas son bagage à main, juste son PC au moment de prendre l'avion. Et comme par hasard, c'était bien évidemment le PC qu'il ne fallait pas voler et c'est celui qui contenait les secrets de l'entreprise. Là, pour faire le lien avec la partie théorique, si vous permettez, je reviens rapidement sur cette diapo-là. Ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est que ce qu'on met en place pour se protéger, c'est évidemment très fonction des capacités, je dirais, de la partie adverse. Il est évident que si vous avez affaire à des services d'État, ce que vient d'expliquer Anthony, ça va prendre des proportions telles que vous, individuellement, c'est très, très compliqué pour vous en protéger, y compris si c'est des groupes mafieux, par exemple, des bandes organisées, etc. En revanche, l'illustration qu'on a vue avec la personne qui se faisait voler son sac, ici, on vous met tout ça en vrac parce qu'on n'a pas non plus trop de temps, mais c'est pour vous illustrer en gros toute la méthodologie. Ça, c'est tout simple. Ça veut dire qu'il ne faut pas, pour le fun, par curiosité, sauf d'être journaliste et d'en avoir la mission, aller s'exposer, par exemple, dans des manifestations. Et on a pris Paris volontairement parce qu'on pense toujours à l'Afrique, au continent, enfin à l'Asie, peu importe, ou au Moyen-Orient. Mais le risque est le même. On peut prendre un mauvais coup, se faire casser les cervicales parce que, par curiosité, on est allé assister à des manifestations au mauvais moment, quoi. Donc, évidemment qu'on ne peut pas tout traiter là et on ne va pas vous donner des solutions pour blinder votre villa, pour sécuriser votre voiture. Enfin, même si on peut en parler, on en parle rapidement, mais vous, en tout cas, vous avez une capacité, je dirais, à vous protéger et à mettre en place un certain nombre de mesures et à acquérir un certain nombre de réflexes un petit peu structurés par cette approche un peu méthodologique qui est efficace finalement. Et l'entreprise, après, doit évidemment, enfin, l'entreprise ou l'organisation dans laquelle vous travaillez, elle doit prendre les mesures plus lourdes. Et voilà, enfin, bon, bref. Donc, c'est pour vous, voilà, c'était pour illustrer ça, quoi. C'est très bien, merci Gilles. C'était exactement la bonne transition vers les bonnes questions à se poser pour avoir cette démarche de bon sens que tu évoquais, très pragmatique, qui permet à chacun d'être le premier acteur de sa propre sécurité en se disant, voilà, comment est-ce que tout simplement je me tiens au courant de la situation? Est-ce que, vivant à Hong Kong, j'ai anticipé les différents mouvements, les différentes zones géographiques dans lesquelles les manifestations se tiendront, la zone de l'université qui est un peu fragile? Quelles sont les mesures de sécurité que j'applique? Je vous donne quelques exemples très simples. Est-ce que les mesures de sécurité qui me sont imposées par mon entreprise
qui peuvent être très définies, très encadrées, très précises. Est-ce que je mets le même niveau de sécurité sur mes déplacements personnels et les déplacements de ma famille, bien évidemment? Est-ce que tout ceci est en accordance et en cohérence avec la menace réelle et le niveau de menace réelle autant T on l'a tous vécu, je pense en particulier dans les pays d'Amérique du Sud, mais aussi au Moyen-Orient. Il y a certaines zones géographiques que l'on connaît très bien, les zones près des universités, les zones près de certains bâtiments publics, dans lesquels, dès qu'il y a la moindre éruption dans la situation du pays, c'est une situation qui devient tendue. Et donc, ce sont forcément des zones à éviter. J'ai cité l'Amérique du Sud, j'ai cité le Sud-Est asiatique et le Moyen-Orient. Là, c'est une agression dans une rue, tout simplement parce que c'est un quartier à la périphérie de New York dans laquelle, notoirement, il est peu prudent de s'aventurer. Un peu plus raffiné, un peu plus précis, c'est essayer de déterminer dans son environnement très proche, est-ce qu'on constitue une personne ciblée, ou est-ce que notre entreprise fait l'objet d'une menace particulière ou pourrait faire l'objet d'une menace particulière? Est-ce que l'on est les collaborateurs? Jusqu'à quel point les connaît-on? Jusqu'à quel point savons-nous quel est leur degré de radicalisation religieuse? Quel est leur degré d'appartenance sectaire? Quelle est leurs accointances familiales? Le personnel qui travaille pour vous, le personnel de maison, quel est les connaissances que l'on a? Ont-ils les clés du domicile? Auprès de qui se sont-ils ouverts de leur présence à votre domicile quand vous êtes présent, quand vous êtes absent? Et quels sont les moyens de sécurité et les marges de sécurité nécessaires, puisque la marge de sécurité, c'est celle qui permettra aussi de se protéger. Je rebondis sur une question qui est posée par Toufik. Oui, et vous l'avez noté depuis le début de notre propos, nous avons cité à plusieurs reprises soit des pays occidentaux, soit des pays très développés qui ne sont pas du tout en émergence. On a cité Hong Kong, on a cité les États-Unis, on a cité la France, on a parlé aussi des IMSI catchers, y compris en France. Bien évidemment, ce que l'on dit, et nos filiales françaises l'illustrent régulièrement, c'est que cette posture de sécurité, cette analyse de notre propre sécurité, elle doit être aussi menée dans des pays développés, elle doit être aussi menée en France, puisque je pense que quand on constate le bilan de 53 week-ends de manifestations de Gilets jaunes, le bilan en termes de blessés, y compris auprès de personnes qui n'étaient pas dans les Black Blocs, le nombre de blessés, les dégâts sur l'environnement, les dégâts sur les infrastructures et la neutralisation complète de zones urbaines en particulier, font que c'est l'analyse qui doit être menée pour ne pas s'y rendre, pour ne pas être impliqué dans une manifestation de ce type, elle est exactement la même que celle que vous mèneriez au Mozambique ou à Hong Kong. Il y a une question, Anthony, qui est importante, à laquelle il faut qu'on réponde compte tenu de nos profils. En plus, armé ou pas armé, nous dit est-ce que c'est judicieux d'être armé ou pas? Et c'est absolument pas une fuite, hein, c'est très fonction de plein de choses en fait. Évidemment de la situation locale. Quelquefois, ça peut être complètement contre-productif d'être armé, de vos capacités également, c'est-à-dire que utiliser une arme, c'est pas quelque chose qui est si facile que ça, à la fois techniquement bien sûr, mais plus sur le plan psychologique. Donc, si vous hésitez, que vous êtes désarmé, etc., on va pas passer du temps là, mais pourquoi pas, dans une zone très dégradée, en guerre, il y a certains endroits, je vous dirais, ne pas être armé, c'est presque une faute de goût. D'autres endroits, c'est une énorme faute de goût, voire même c'est dangereux de l'être. Donc, et c'est pas une esquive, hein, pour moi, c'est pas un sujet tabou, mais il n'y a pas de réponse toute faite en fait. Ça dépend de vous, ça dépend du contexte, ça dépend de la menace, encore une fois. Et c'est pour ça que la question est intéressante parce qu'en fait, il faut appliquer ce qu'on vient de se dire en fait, toute cette analyse-là. Si le fait d'être armé vous apporte, vous amène des risques plus importants que de ne pas l'être, entre deux risques, il faut choisir le moindre. Donc à ce moment-là, il ne faut pas l'être. Exactement. Alors la transition est un peu compliquée vis-à-vis des médias et des attitudes que l'on rencontre, mais pas tant que ça finalement, puisque l'un des points qui justifie que l'on passe d'un cap qui est le cap où on se déplace dans une situation, on va dire, normale, sans mesure de sécurité particulière, au cap où on prend des mesures de sécurité particulières, nature du véhicule,
changement des itinéraires, jusqu'au cap ultime où on commence à envisager de s'armer au quotidien pour ses déplacements ou de travailler avec une protection armée, etc. Eh bien, ça dépend de la poursuite de la trame que l'on a définie, qui est de continuer à aller un peu plus loin dans la granularité. Quand il y a eu un doute sur les questions précédentes, eh bien, on commence à se demander quelle est l'attitude des médias à votre égard, quand les médias commencent à vous cibler à titre particulier, quelle est l'attitude de la population locale. Moi, je donne un exemple. Les 2 dernières années, au Sénégal, on a vu l'augmentation en raison de la présence d'un certain nombre d'acteurs français, Auchan, Free, etc. Donc, il y a des acteurs qui se sont implantés. Et à l'issue de l'arrivée de ces acteurs, on a vu apparaître des Français dehors qui ont fleuri sur les murs, qui était quelque chose qui n'était pas exprimé de la même manière préalablement. La pandémie étant arrivée, moi je vivais à Dakar à l'époque, on s'est quand même fait jeter des pierres sur les plages, même en famille, qui était quelque chose qui était pour nous pas concevable quelques mois au préalable. Donc il y a eu toute une attitude des médias, des attitudes de la population qui doit être vraiment un indicateur qu'il faut suivre en permanence vis-à-vis de sa religion, vis-à-vis de sa nationalité, vis-à-vis de l'entreprise à laquelle on appartient ou de l'organisation internationale qui vous emploie. Donc, ceci s'applique sur votre lieu de domicile, sur le lieu dans lequel vous êtes hébergé, sur le lieu où vit votre famille, dans les déplacements. Nous avons évoqué la RDC tout à l'heure. Sur un pays gigantesque comme la RDC, sur un pays très grand comme l'Algérie ou comme le Niger, en fonction de la zone dans laquelle vous vous déplacez, eh bien, vous devez vous reposer complètement cette question-là, puisque ce n'est pas du tout la même chose de se déplacer dans Niamey ou d'aller faire un tour dans le nord du pays ou d'aller à Tillabéri, surtout dans la situation actuelle. Anthony, on nous demande d'accélérer un petit peu. D'accord, très bien. Alors, je finis sur cette diapo. Oui, les sources d'information doivent être croisées. Il y a celle de votre entreprise, celle des différentes diplomaties, parce qu'elles n'ont pas les mêmes impératifs, et puis celle des sociétés de sécurité qui, pour beaucoup, offrent des informations en ligne. Là, je vais très vite, parce que c'est sur la fin du schéma que l'on a défini des questions à se poser. J'y reviens, parce qu'on a coutume de craindre les enjeux de sécurité en les déconnectant du volet économique. Ces dernières années, les 2 points qui ont vraiment animé les agressions les plus dures sur les Français à l'étranger, ça a été d'un côté les volets terroristes, bien évidemment, mais de l'autre côté, les agressions dans le cadre de l'entreprise et de la recherche d'intelligence économique, avec les questions à se poser sur quelles sont les informations que je détiens et quelle est la position et l'exposition de mon entreprise. À titre personnel, évidemment, savoir quel est le mode de vie, son exposition et la capacité, la densification, la préparation que l'on a eue dans son déplacement à l'étranger, en particulier quand la situation se dégrade. L'exposition, c'est tout simple, ça peut être l'exposition de votre famille. Quelle est si vous avez sur place avec 3 enfants, vous avez une exposition au risque sanitaire parce que vos enfants vont à l'école, vos risques sécuritaires parce qu'ils sont sur la route et ils sont exposés au risque de circulation routière. J'y reviens. Statistiquement, le risque premier est un risque sanitaire, le risque deuxième est un risque d'inondation, un risque de risque naturel ou d'accident de la circulation routière. Les risques criminels et terroristes sont, eux, bien moins nombreux statistiquement. Je me permets de réagir vite fait. J'étais à l'époque pour les services, j'étais en Algérie dans les années un peu noires, 94-96. On s'était rendu compte, et je ne confonds pas, si vous voulez, auteur et bourreau, enfin victime et bourreau. Mais on s'est rendu compte quand même, quand on regardait la typologie des premières victimes, que les terroristes, et je ne leur apporte, je n'ai aucune affection pour eux, mais que les terroristes, dans le choix de leurs victimes, préféraient les gens qui se comportaient mal. Ça ne veut pas dire que les victimes se comportent toutes mal, et ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu des gens... mais l'humain étant ce qu'il est, quelqu'un qui sort beaucoup, quelqu'un qui multiplie les relations sexuelles, quelqu'un qui frôle la pédophilie, quelqu'un qui ce genre de choses, on s'est rendu compte, quand on regardait dans le détail les victimes, que ces gens-là, ils passaient en premier. Je dis ça pourquoi ? Parce que ça correspond à un slide qui était précédemment affiché. On a une bonne partie en main sa sécurité. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'on s'est dit là, avec des mesures de bon sens, mais aussi avec son attitude. Encore une fois, ça ne veut pas dire que parce qu'on se comporte bien, on risque rien. Il y a des tas de gens qui sont morts
et notamment à cause du terrorisme, qui n'avait rien à se reprocher. Mais sachez qu'en fonction de son attitude et de la fracture en fait qu'on affiche par rapport à la morale locale et à la culture locale, on s'expose plus ou moins, et que c'est important. C'est un point important. Merci, merci Gilles. Un point qui est important et sur lequel on va passer rapidement, mais en quelques diapos, la position du français, de l'employeur français, de l'employé français. La notion de duty of care, d'obligation de l'employeur de prendre soin de son salarié, elle est comprise dans le Code du travail français. Donc, à partir du moment où vous avez une entreprise française, vous appartenez à une entreprise française, vous dirigez une entreprise française, l'employeur est obligé d'éviter les risques pour les salariés, d'évaluer les risques, de combattre les risques et de mettre en œuvre tous les moyens, y compris pédagogiques, pour préparer son employé. Les évolutions législatives, d'une part, et puis la jurisprudence, d'autre part, ont renforcé cet aspect jusqu'au milieu des années 2010, avec une obligation d'information des salariés sur les risques qu'ils encourent et les mesures qu'ils doivent prendre, une obligation générale de sécurité, c'est-à-dire qui s'est élargie et qui s'applique à l'employeur, une obligation de résultat en matière de sécurité qui obligeait l'employeur à mettre en œuvre des moyens qui soient efficaces et donc allant au-delà de l'obligation de moyens. Cette jurisprudence a été très récemment allégée par l'arrêt Air France, qui n'oblige plus l'employeur à avoir un résultat, mais qui oblige l'employeur à mettre des moyens de sécurité renforcés. Donc, on impose quand même à l'employeur d'aller loin dans la sécurité qu'il apporte à son salarié. Et puis, une dernière jurisprudence sur laquelle je voulais passer une minute, qui est la jurisprudence Abidjan, qui est celle qui prévoit qu'une entreprise française se doit de protéger ses salariés et de mettre des moyens en œuvre pour protéger ses salariés, des moyens renforcés, que ce salarié soit en repos, en vacances ou au travail. Indépendamment de son statut, le salarié doit être protégé par sa société qui doit mettre en œuvre les moyens qui lui permettent d'être protégé. Donc ça, c'est la jurisprudence Abidjan qui avait frappé l'entreprise Sanofi. Les points, sans aller jusqu'à l'escorte avec garde du corps armé, etc., mais des points très simples, évidemment, c'est se protéger soi, penser à protéger sa famille, rechercher un travail de cohérence. Et puis, je pense que le bon sens, le terme de bon sens qui a été employé, c'est de se dire, à partir du moment où il y a une manifestation, que je connais le pays, j'essaie d'éviter les axes, j'essaie d'éviter les axes dangereux et j'essaie de mettre en œuvre tous les moyens, c'est simple, hein, ça peut être tout simplement des films anti-effraction sur les fenêtres d'une voiture, c'est extrêmement peu onéreux, c'est très efficace. Dans certaines zones comme en Afrique centrale, en Amérique centrale par exemple, dans laquelle Gilles est allé il n'y a pas très longtemps, il est inconcevable de se déplacer avec une voiture qui n'a pas des filtres de sécurité parce que vous êtes toujours obligé de traverser des marchés ou des zones dans lesquelles l'urbanisation vous impose de rouler lentement, donc il faut protéger son véhicule. Le profil est important. Hein. Il y a une remarque qui nous est faite, là, une question qui nous est posée sur le profil. Oui. Ben voilà, pardon. Voilà. Alors, très bien, je rebondis sur les propos de François. Merci Gilles aussi. C'est exactement ça. François a tout à fait raison. Le milieu professionnel nous impose, pour nous démarquer, pour être reconnu, pour être promu, nous impose de nous démarquer, de sortir du lot. Ben, pour sa propre sécurité, il faut faire exactement le contraire. Vous l'avez tout à fait compris. C'est ce que nous indiquions ici. Il faut baisser son profil. Il faut profiter, Gilles le disait il y a quelques minutes, il faut profiter du cadre légal local qui vous permet, par exemple, d'avoir des vitres teintées, parce qu'en France, c'est interdit, mais à l'étranger, ce n'est pas interdit. Donc, vous pouvez très bien mettre des vitres teintées sur votre véhicule pour dissimuler que vous transportez votre famille ou que votre chauffeur transporte quelqu'un derrière dans la voiture. De la même manière, même si on estime être une cible qui n'est pas digne d'intérêt, en rajouter dans la posture, comme l'évoquait Gilles, avoir un comportement qui ne prête pas le flanc à la critique, d'une part, et puis d'autre part, essayer de baisser son profil, ne pas s'exposer. Ça peut passer tout simplement. Je vous donne un exemple d'une critique récente. C'est dans un pays du sud-est asiatique où le parking d'une organisation internationale bien connue, le niveau minimum du véhicule était le VX. Pour ceux qui connaissent, c'est donc un énorme 4x4 gigantesque, magnifique, à 70 000 €. Et dans un pays dans lequel le niveau de rémunération locale était très faible, la première remarque qui a été faite par le service de sécurité de ladite organisation, c'est qu'un parc automobile comme ça,
visible de la rue, c'était le premier point qui allait attirer l'attention et qui risquait de provoquer l'animosité de la population. Je finis sur cette diapo rapidement, c'est-à-dire que dès lors que la situation se dégrade, on l'a déjà dit, on redit, la posture doit être augmentée. C'est-à-dire, vous avez une élection présidentielle, il y a des zones qu'il va falloir éviter. Lors de la validation des candidatures, la zone de la Cour ou du Conseil constitutionnel doit être évitée. Les zones autour des partis politiques, les lieux traditionnels de rassemblement doivent être des zones sur lesquelles on doit vraiment s'abstenir de se rendre. Enfin, et il y a vraiment, pour moi, il y a sur cette diapositive qui s'adresse essentiellement aux employeurs, il y a un élément essentiel qu'il faut prendre en compte parce que les questions que vous posez montrent clairement que vous avez compris que tout l'éventail de la santé jusqu'à la sûreté doit être pris en compte, mais il faut essayer de donner de la cohérence entre les moyens qu'on met en œuvre, les procédures que l'on applique et la formation que l'on donne aux gens. C'est-à-dire que c'est très, très bien de mettre des moyens, de renforcer, c'est très, très bien de mettre en place des procédures, mais il faut que les gens soient formés, il faut que les gens soient préparés, il faut que les gens aient la capacité eux-mêmes à préparer leur cercle familial pour ceux qui sont des expatriés. Et il y a une nécessité de cohérence. Le bon sens, il doit s'appliquer à l'ensemble du dispositif. Et ça, c'est exactement la même chose. Ce bon sens, il s'applique aussi sur la notion de se mettre à la place, faire preuve d'un peu d'empathie, se mettre à la place de son agresseur. Gilles évoquait très justement ces années noires d'Algérie où les personnes qui s'étaient exposées dans un pays aux relations compliquées avec la France, les personnes qui s'étaient exposées avec des attitudes, avec des comportements qui étaient en contradiction avec la religion ou le mode de vie local, étaient les premiers ciblés. Mais ça, c'est traditionnel, c'est-à-dire qu'en fonction de la zone dans laquelle vous vivez, en fonction de la manière dans laquelle vous vivez, vous constituez plus ou moins, vous présentez plus ou moins une surface d'exposition. Et c'est comme ça que l'on doit y réfléchir pour se protéger. Et je finirai sur ce point, c'est-à-dire que les schémas qui vous ont été présentés montraient qu'il y a une notion de symbolique. L'auteur va aller chercher ce que vous représentez et ce que vous représentez comme Français, ce que vous représentez comme personne représentant cette organisation internationale ou cette entreprise. Il va aller chercher l'attitude que vous aviez, mais il sera aussi rebuté, en particulier si c'est un criminel ou si on est dans les degrés inférieurs de la pyramide qu'on vous a présentée, il sera rebuté par les mesures qui sont mises en œuvre. Nous avons coutume de dire qu'entre les deux maisons qui sont l'une avec des portes blindées, des barreaux aux fenêtres et un gardien qui surveille la maison appuyé par des caméras et celle dont la porte est ouverte, le cambrioleur d'opportunité, il va choisir celle dont la porte est ouverte, il ne va pas s'embêter. C'est exactement la même chose. Si pour vous, le moyen, c'est d'avoir un peu de cohérence et de protéger votre environnement et d'être moins exposé qu'une autre cible, vous vous êtes déjà protégé. C'est la première étape. J'avais envie d'ajouter, Anthony, pour casser un peu les stéréotypes, il y a deux attitudes ultra négatives en matière de gestion des risques, en matière de sécurité. La première, c'est de faire l'autruche, en gros, de nier et de penser que parce qu'on est gentil avec les gens, tout va bien se passer, et que comme on est là depuis longtemps, qu'on a l'habitude, qu'on connaît tout le monde, etc., il n'y a pas de mesure à prendre. Bon, évidemment, j'enfonce une porte ouverte, mais ça, c'est une très mauvaise attitude. Mais à l'inverse, et avec le même degré de dangerosité, il ne faut pas se bunkériser. Je pense que ça, c'est un peu une approche, la French touch, quoi. C'est un peu une approche française. Il faut garder des liens, parce que garder des liens, c'est aussi sentir les choses. Il ne faut pas se couper de la population. Il faut être capable, au coup de sifflet, de s'enfermer quand on demande de s'enfermer, quand des gens sérieux qui font une vraie analyse vous demandent de vous enfermer. En revanche, si on vous enferme en permanence, que vous avez une attitude d'assiégé, que vous êtes bunkérisé, c'est pas mieux parce que vous êtes coupé de l'extérieur, on rentre dans une paranoïa. De toute façon, on ne tient pas dans la durée. Quand on est dans un pays pour plusieurs années, il faut avoir des liens sociaux, il faut échanger culturellement, mais c'est aussi une façon d'analyser le risque. Moi, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais si vous voulez, moi, il m'est arrivé d'avoir tout simplement le personnel de maison qui nous alertait parce qu'eux-mêmes vivent dans des familles, ils ont la pression, mais ils nous aiment bien aussi au bout d'un moment, et ils nous disent attention, en ce moment, il ne faut pas sortir, et tous ces signaux faibles-là, il ne faut pas s'en priver en fait. Il faut avoir des contacts de qualité avec l'extérieur.
Donc voilà, les deux erreurs, je dirais, en caricaturant un peu, mais c'est vrai que les Américains ont tendance un peu à dupliquer des schémas un peu partout. Nous, on le voyait quand on était en Irak avec la société. On proposait du low profile sur les dispositifs de sécurité. Eux, ils passaient armés en force. À un moment, il n'y avait pas le choix, il fallait faire comme faisaient les Américains. À un moment donné, c'était contre-productif. Parce que quand on passait avec 3 voitures disparates, blindées, mais pas les mêmes, les attentats d'opportunité, si vous voulez, ils mettent 500 kilos au bord de la route, les roadside bombes, et en fait, ils ne savent pas qui est dedans, mais ils font péter le convoi qui leur paraît le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est le plus beau convoi, avec des gros véhicules 4x4 blindés, des grandes antennes, et nous, on passait très loin dans le pays avec un profil beaucoup plus low profile, quoi. Alors, on l'a déjà évoqué, mais je rebondis sur une question, une remarque faite par Linda. On a déjà évoqué la capacité qui était celle de la France et la singularité de la France d'avoir un réseau diplomatique extrêmement important, l'un des principaux réseaux diplomatiques mondiaux, et d'avoir un dispositif de gestion des crises qui a été largement renforcé, développé ces dernières années. Et c'est clair que s'inscrire sur Ariane, s'inscrire au registre des Français de l'étranger, avoir des liens quand vous êtes dans le pays et tenir informé le consulat et l'ambassade de vos déplacements, c'est un atout énorme qui est apporté aux ressortissants français. Et c'est quelque chose dont il ne faut absolument pas se priver, ne serait-ce que parce qu'on l'a vu pendant la pandémie et en début d'année dernière. L'efficacité des moyens que peut mettre la diplomatie française pour être capable d'apporter une aide à ses ressortissants, où qu'ils soient en vacances, qu'ils soient des expatriés, qu'ils soient des binationaux, ou qu'ils soient tout simplement en déplacement professionnel, c'est quelque chose qui est extrêmement efficace, qui est un renfort. On a évoqué dans les premières diapos ce continuum de sécurité et puis les moyens d'État et les moyens publics. Il faut quand même reconnaître que la France dispose d'une immense emprise diplomatique, de relations diplomatiques fortes avec beaucoup des pays, d'une capacité technique à suivre ces expatriés et via le registre des Français à l'étranger, et d'une capacité à les appuyer et à les aider, y compris dans des zones extrêmement dégradées. Donc ça, c'est vrai, bonne remarque à Linda et merci à elle. C'est vrai que le réseau diplomatique français est une aide très importante. J'ai noté que certains voulaient la carte des risques. Anthony, qu'est-ce qu'on peut faire pour, soit sur le site internet, elle est disponible, soit, je ne sais Exactement. pas, l'UFE, là, je crois, et l'UFE peut l'utiliser. Voilà, exactement. L'UFE dispose de la carte, elle est accessible sur le site internet, et l'UFE la met en ligne aussi sur son site. Donc, elle est accessible soit sur notre site, dont l'adresse est ici, soit sur le site internet. On a froissé quelqu'un de Marrakech, je crois, juste pour pas donner l'impression qu'on esquive. Oui. Alors, je note effectivement qu'on a marqué et qu'on l'a froissé quelqu'un qui disait que son appréciation. Nous, en fait, on a accompli plusieurs missions à Marrakech au cours de ces dernières années, y compris une mission qui nous a amené à accompagner assez largement une entreprise qui s'y est déployée et qui a fait beaucoup de communication. Et les différents contacts que l'on a eus au sein de l'université, avec l'université, y compris une conférence au cours de laquelle il y a eu un débat entre les étudiants de l'université et un certain nombre de leurs enseignants et d'intervenants extérieurs, nous avaient surpris. On était en pleine période de combat entre AQMI et Al-Qaïda au Maghreb islamique et Al-Qaïda dans la péninsule arabique avec les Occidentaux. Et on avait été très surpris, assistant à cette conférence, de voir que de très nombreux étudiants prenaient des positions neutres et un nombre non moins important d'étudiants prenaient des positions favorables aux organisations terroristes en estimant que les postures plus mesurées, modérées, étaient des postures qui étaient has-been et qui étaient dépassées. Et pour avoir préalablement fréquenté Marrakech bien en amont, les différents experts que nous avions envoyés sur cette mission sont revenus assez marqués de constater que la pénétration d'une radicalité des idées exprimées était quelque chose qui se faisait jour à l'université de manière
totalement affichés, totalement débridés et statistiquement non négligeables. Voilà, donc ça, c'était juste un constat que nous avions fait. Et la dernière mission que nous avons fait sur place, qui est une mission récente, avec une équipe différente, qui est assez récente, la mission en question, nous a amené le même constat. Et je serais ravi d'entendre que c'était un épiphénomène et que la réalité est une réalité qui montre qu'à l'université, les choses sont quand même beaucoup moins préjudiciables à la capacité de débattre dans l'université, puisque là, le débat a été arrêté carrément par les étudiants qui estimaient que c'était plus possible. Voilà. Donc, je suis prêt à entendre que ça va mieux que nous l'avions senti à Marrakech. Je ne vois plus de questions sur le chat. Donc, je pense que, Gilles, nous pouvons remercier tous les participants. Merci beaucoup. Merci à tous. N'hésitez pas à une très bonne soirée.